Savez-vous que l'allaitement maternel exclusif est un bouclier pour les 6 premiers mois de l'enfant? C'est pas moi qui le dira, c'est une experte, un médecin qui nous le dira tout à l'heure. Docteur Doré, chef de la section nutrition au PAM. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour monsieur. À votre droite justement, Cyril Milandou. Bonjour et bienvenue également. Bonjour. Quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif dans les 6 premiers mois suivant la naissance de l'enfant sur le plan humanitaire, nutritif et affectif? Merci. Oui, l'allaitement maternel, c'est un sujet vraiment d'actualité. L'enfant, c'est vrai, durant les 6 premiers mois de sa vie, déjà, il n'a pas de dents. Ouais. Donc, pour s'alimenter, le lait maternel est ce qu'il y a de plus naturel, de plus sain et de plus sûr. Le lait, comme vous l'avez dit, le lait maternel, c'est un bouclier. Dans les 6 premiers mois, l'enfant, il est encore, on va dire, il n'a pas une immunité suffisamment développée. Donc déjà, le lait maternel va venir être un bouclier entre l'enfant et certaines pathologies, en particulier les pathologies infectieuses. Et c'est celles qu'on retrouve le plus souvent. Un enfant qui ne reçoit, et quand on dit allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire que l'enfant ne va ingurgiter que du lait maternel, pas d'eau, pas d'autre nourriture, excepté quand il est malade et qu'il y a un traitement à prendre. Là, peut-être le médecin va prescrire un sirop, mais sinon, rien. Et c'est ça l'alimentation maternelle exclusive. Le lait, c'est un aliment qui est sain, qui est sûr, qui est nutritif, qui protège l'enfant parce que c'est un lait qui va être rempli d'anticorps de la maman, d'où l'importance pour la maman aussi d'être vaccinée aussi à la base. Et puis elle a eu le temps d'aussi faire des anticorps sur un certain nombre de maladies. Et puis le lait, c'est à volonté et c'est gratuit. Donc il n'y a rien de mieux. Et donc, en plus de pouvoir permettre justement à l'enfant de se défendre contre certaines maladies, le lait, à l'intérieur, vous avez tous les aliments, tous les nutritifs, on va dire, toutes les vitamines, tous les minéraux, tout ce qui est important et suffisant pour l'enfant selon son âge, pour qu'il puisse avoir une croissance harmonieuse en ayant cette possibilité de combattre, enfin de prévenir toutes les maladies infectieuses. En plus, ça permet vraiment de renforcer le lien entre la maman et l'enfant. Ça permet à l'enfant de vraiment développer comme il faut tout l'aspect émotionnel. C'est vraiment très important. Mettre un enfant au sein, ça calme. Hein, ça le calme instantanément. Même si le fait d'être là, c'est calmant. Donc vraiment, c'est le cadeau le plus cher qu'une maman puisse faire à son enfant, quand il n'y a pas de contre-indication, encore une fois, que de l'allaiter exclusivement pendant les 6 premiers mois. Et puis en plus, ça a un rôle pour la maman, c'est que ça va vraiment diminuer le risque de cancer du sein chez la femme. Et puis l'enfant, il y a aussi des effets à long terme, ça va vraiment limiter le risque d'allergie. Les allergies cutanées comme les eczémas, les allergies digestives et respiratoires. Donc c'est vraiment très important de respecter ça et de ne pas, comme on le voit trop souvent malheureusement, qu'on puisse donner des bouillies, de la viande, de tout ce que vous voulez à des enfants qui ont du thé à un enfant par exemple. Oh oui, du thé, bon, bref. Il y a tout dans le lait maternel. Voilà. Il y a tout. Merci beaucoup. Vous avez martelé justement sur l'importance du lait maternel. Bon, c'est vrai qu'on parle du lait maternel, mais que faire pour ces enfants qui n'ont pas toujours accès au lait maternel? Voilà. Alors, c'est vrai que souvent, les mamans vont avoir recours à des laits maternisés. Ce qu'on appelle les laits maternisés, ce sont des laits en poudre. Okay. Alors le lait en poudre, vous allez retrouver les mêmes micronutriments, les mêmes protéines, mais il n'y aura pas d'anticorps. Donc le lait en poudre, il ne va pas protéger l'enfant des maladies. Et c'est ça le gros... alors il n'y aura pas le lien avec la maman, même si vous mettez dans un biberon, vous faites semblant de... Il n'y aura pas le même lien. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a des enfants qui sont orphelins. Et comme parfois aussi, il y a des mamans qui ont certaines pathologies qui, à un moment donné, fait qu'elles ne peuvent pas allaiter. Et donc là, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que les laits maternisés qu'on donne aux enfants n'ont pas les anticorps que vous avez dans le lait maternel. Et c'est ça une des grandes différences.
Et puis la préparation aussi peut entraîner une contamination du lait que vous allez préparer qui est en poudre. Et finalement, l'enfant, vous allez le rendre malade parce qu'il y aura des microbes dans ce lait que vous aurez préparé parce que les ustensiles ne seront pas propres, l'eau ne sera pas potable, elle n'aura pas été bouillie, refroidie. Donc ça engendre d'autres conséquences. Voilà. Docteur Doré, chef de la section nutrition au Programme alimentaire mondial, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, Cyril. On a parlé de l'allaitement maternel exclusif, qui est justement un bouclier pendant les 6 premiers mois de l'enfant. On va se retrouver dans les tout prochains jours pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et excellente suite de nos programmes. C'est une nouvelle thématique qu'on va devoir aborder dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé dans le cadre de la campagne Faire des 1000 premiers jours, un bon départ dans la vie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'introduction adéquate des aliments complémentaires dès 6 mois. Pour en parler, une experte avec nous. Mais d'abord, on va saluer Cyril Milando, notre confrère. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on parle justement de la problématique de l'introduction adéquate des aliments complémentaires dès 6 mois. Pour en parler, on a une experte avec nous, Evelyne Ngweni. Bienvenue. Merci. Vous êtes nutritionniste au PAM, Programme alimentaire mondial, c'est ça? Oui, basé à Kinshasa. Basé à Kinshasa. Très bien. Alors, à partir de quel âge faut-il alors introduire les aliments complémentaires dans l'alimentation de l'enfant? Ok, merci beaucoup pour la question. Effectivement, comme vous le savez, de naissance à 6 mois, c'est le lait maternel seulement. Donc, à partir de 6 mois, on commence à introduire d'autres aliments. Pourquoi? Parce qu'à 6 mois, premièrement, les besoins de l'enfant ont augmenté. Que le lait maternel seul ne suffit plus pour combler tous les besoins de l'enfant. Deuxièmement, à partir de 6 mois, le tube digestif ou l'organe digestif de l'enfant a atteint une certaine maturité que ça peut tolérer ou accepter d'autres types d'aliments. Et troisièmement, comme je viens de dire, comme ces besoins ont augmenté, si on n'introduit pas d'autres aliments, l'enfant court le risque de carences et en conséquence de malnutrition. Donc c'est pour cela à 6 mois, c'est important. Mais je voulais souligner des caractéristiques importantes parce que le sujet nous dit adéquat. Donc adéquat, ça veut dire on doit regarder l'âge. Comme l'âge progresse, on doit regarder les questions de fréquence des repas, on doit regarder les questions fréquence, on doit regarder les questions de l'hygiène et on doit aussi regarder les questions de texture. Donc voilà les choses importantes qu'on doit prendre en compte quand on introduit cette alimentation à 6 mois. Donc, si je vais parler de questions de texture, parce que certaines personnes veulent dire, comme ils viennent du lait maternel, il faut que l'aliment là soit liquide aussi. Donc, effectivement, c'est pas ça. Texture veut dire que on commence à, c'est pas veut dire que liquide, on commence à changer, à avoir peut-être des purées, quelque chose qui peut vite, il n'a pas de dents, mais au moins les gencives, gums. Il n'a pas les dents, mais il y a une façon, la bouche peut quand même mélanger certaines choses et que ça passe. Donc les petits bouillis, même les foufous, mais très mous. Okay. Vous comprenez? Comme la pâte là un peu. Oui, la pâte, parce que je sais qu'en RDC, le foufou est vraiment dur, mais il y a d'autres endroits, on peut toujours faire un foufou adapté à l'enfant avec une bonne sauce de gombo, avec les crevettes écrasées dedans ou les arachides écrasés, une sauce. Parce qu'il faut assurer cet équilibre aussi. Comme on a parlé d'équilibre et diversification, tout ça doit être pris en compte. Ça, c'est les textures, mou, assimilable par l'enfant. Mais aussi, on parle de la diversité équilibrée. Ça contient tous les groupes des aliments. Si on veut donner une bouillie, pas maïs pamba, pas bouillie de maïs pamba. Dans la bouillie, tu fais une maïs, tu mets pâte d'arachide dedans, tu peux presser même un fruit dedans à cet âge-là, tu donnes, tu mélanges, puis tu fais une café de l'huile de palme ou même l'huile fortifiée dans la bouillie. Ça, tu as fait que l'aliment de l'enfant soit équilibré. Fréquence,
et actif, parce qu'il ne faut pas attendre que l'enfant dise qu'il a faim. Tu dois connaître l'enfant et connaître à chaque moment où il doit manger, pour savoir qu'à ce moment, l'enfant doit manger. C'est vrai que l'âge diffère, on dit de tel âge de 6 mois à 9 mois, de 6 mois à 9 mois, comme il est actif encore sur le lait maternel, on peut ajouter 2 repas. Des autres âges, on ajoute 3 repas. Donc cette fréquence, elle est très importante. Mais aussi l'hygiène. L'hygiène de tous ces aliments, s'assurer que les aliments qu'on est en train de donner à l'enfant, c'est propre. Mais aussi, il faut commencer à introduire pas beaucoup des aliments au même moment. Tu introduis un aliment, tu observes comment l'enfant tolère. À ce moment, tu peux savoir quel type d'aliment peut donner les allergies à l'enfant et quel type il ne tolère pas, pour mieux définir les habitudes ou ce que le corps de l'enfant peut tolérer. Parce que je vois dans beaucoup de cultures, quelqu'un met maïs, riz, sorgho. C'est 3 choses qui sont presque les mêmes dans un bouilli et l'enfant fait l'allergie. On ne sait pas si c'est riz, si c'est le maïs, si c'est le sorgho qui a fait, c'est les problèmes, vous comprenez. Ou dans les autres groupes, là, quelqu'un met arachide, il met soja au même moment, il met viande au même moment. Tu vois, c'est 3 choses au même moment. Des fois, quand on débute avec un enfant, tu ne peux pas savoir. Si elle a un problème, tu ne peux pas savoir c'est lesquels. C'est pour ça que c'est important quand on introduit, on parle un aliment seul pour voir la tolérance chez l'enfant. Mais quels sont ces aliments complémentaires? Ok. Très bonne question. Très bonne question. Aliment complémentaire. Complémentaire veut dire quoi? Ça complète quelque chose. Ça complète le lait maternel. C'est ça qu'on ne doit pas oublier. Donc, aliment complémentaire, ce n'est pas un aliment spécial, ce n'est pas un nom donné à un aliment type. Aliment complémentaire, c'est le fait de manger équilibré, tout comme je viens de décrire. Si c'est le bouilli, rassure-toi que tous les groupes sont là. Mais complémentaire veut toujours nous rappeler qu'on n'arrête pas le lait maternel. Le lait maternel est toujours essentiel, l'aliment de base, important, mais il ne suffit pas. Alors il faut compléter avec ces autres aliments. C'est ça qui vient à le mot complémentaire. Je ne sais pas si c'est un peu... Non, c'est clair, c'est clair. Merci pour cette précision. Evelyne Ngweni, nutritionniste au PAM RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci également à vous. Cyril, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine de santé. Bye bye. Et si on alliait hygiène et 1000 premiers jours de l'enfant ou encore de la vie, c'est ce qui nous intéresse. Dans ce nouveau numéro de votre magazine de santé, on parle plus ou moins de l'hygiène alimentaire pour les nourrissons et jeunes enfants, prévenir les infections liées à la préparation et conservation des aliments. Pour en parler, un expert ici avec nous. Mais d'abord, je m'en vais saluer mon confrère Cyril Milandou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors l'expert en question se nomme Colis Menel. Bonjour et bienvenue. Merci bien. Vous êtes informaticien au PAM, Programme alimentaire mondial, c'est ça? Absolument. Très bien, on va parler de l'hygiène alimentaire. OK. Quels sont les conseils que vous donnerez aux parents dans la préparation et même l'hygiène des aliments de leur bébé, des enfants tout court? OK. Oh, d'abord, merci bien de l'intérêt que vous portez à la question de l'hygiène. Je dirais tantôt que l'hygiène joue un rôle fondamental dans la croissance, le développement de l'enfant. Je peux parler de développement physique, cognitif et même émotionnel. Alors, parlant d'hygiène, on va dire comme ça qu'il faut appliquer les règles de base de l'hygiène de vie, qui sont souvent apprises à l'école primaire, mais si souvent négligées. Notamment se laver les mains avec de l'eau propre et du savon, pendant au moins 20 secondes, telles que édictées par les règles de l'OMS. Également, bien nettoyer les ustensiles qui sont utilisés pour la préparation, pour la cuisson des repas des jeunes enfants et même des nourrissons. En plus, utiliser également des ingrédients sains. Se rassurer qu'ils sont nécessairement, la date d'expiration n'est pas dépassée et qu'ils sont conservés également dans de très bonnes conditions. En plus, il faut également se rassurer que les aliments soient correctement cuits, notamment les viandes, les poissons,
et tout autre. Et surtout, éviter également de consommer des aliments crus parce qu'ils sont généralement porteurs de bactéries et de virus. Et puis, il faut également se rassurer de préparer dans des environnements nécessairement sains, débarrasser de toute poussière, de tout moustique, de mouches et autres, qui sont souvent des vecteurs qui transportent des bactéries, oui, et qui transportent des maladies, généralement qui sont nocifs pour les enfants. Généralement, on dit que l'enfant, quitter de l'étape de 4 pattes, vous me comprenez, en griffe, Oui. à 2 pattes, ça veut dire marcher avec les pieds. Oui. L'enfant prend tout ce qu'il voit et met dans sa bouche. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Exactement. Ça, encore une fois, il y va de l'hygiène, de l'environnement même dans lequel on se trouve. Notamment s'assurer que l'environnement à la maison est propre, est nettoyé tous les jours avec du savon et au besoin même désinfecté pour que l'enfant puisse avoir un espace de jeu. Parce que ce n'est pas parce que l'enfant doit être propre qu'il ne doit pas non plus se déployer pour pouvoir développer ses autres facultés motrices et autres. Et du coup, il faut simplement se rassurer que l'endroit soit dénué de tout objet dangereux et impropre pour son développement. Merci beaucoup, Collins Ménel. Je rappelle que vous êtes informaticien au PAM, Programme Alimentaire Mondial. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en Merci également à vous, Cyril. On a fini pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous de santé. On se retrouve à très bientôt. Jusqu'à quand doit-on finir avec l'allaitement pour un enfant? On nous parle de jusqu'à 2 ans. C'est ce que le médecin va nous dire tout à l'heure. Sur ce plateau, on reçoit pour vous Dr Doré, chef de la section nutrition au PAM, Programme Alimentaire Mondial. On parle de l'allaitement qui nourrit à la fois le corps et le cœur. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour également à Cyril Milando, qui est juste à côté de vous. On parle alors de l'allaitement maternel continu jusqu'à 2 ans, nourrir le corps et le cœur. Jusqu'à quel âge un enfant peut continuer à être allaité normalement? D'accord. Alors l'allaitement maternel, c'est un sujet vraiment très intéressant et puis c'est important dans la vie d'un individu, l'allaitement. Il y a beaucoup de mamans qui se posent la question, à savoir jusqu'à quel âge l'enfant doit être allaité. Eh bien la réponse elle est claire et elle est simple. L'enfant doit être allaité jusqu'à ses 2 ans et même au-delà. Oui. Jusqu'au-delà, donc ça fait sourire, mais oui. Non, au-delà jusqu'à quand exactement? 5 ans, 4 ans, non, 10 ans? Il y a un moment donné, bien évidemment, mais ce qui veut dire que ce n'est pas une faute que d'allaiter son enfant plus de 2 ans, c'est même très bien. Parce que le lait maternel tel que vous le savez, alors vous avez une période de la naissance à 6 mois où c'est l'allaitement maternel exclusif, on ne prend que le lait maternel, pas d'eau, rien du tout. Et puis à partir des 6 mois de l'enfant, on commence à introduire petit à petit des aliments solides, protéines, graisses, fruits, légumes, féculents, voilà, graduellement, et c'est ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Mais à partir de 6 mois, même s'il y a cette diversification alimentaire, l'allaitement maternel reste important et c'est vraiment recommandé. Pourquoi? Parce que ce sera un aliment vraiment de complément à ce qui est donné aux aliments solides, nouveaux. Et puis ça va jouer un rôle au niveau du système immunitaire parce que c'est la période où les enfants, les petits enfants reçoivent des séries de vaccins. Mais ça met du temps à agir, et c'est pour ça qu'on fait des rappels. Donc continuer l'allaitement maternel permet d'avoir directement les anticorps que le corps est censé fabriquer quand on fait les vaccins. Donc ça va venir soutenir tout ce processus qui fait que les enfants seront mieux protégés et seront moins malades. Bien évidemment, il faut faire son immunité, mais ce ne seront pas des maladies sérieuses. Voilà. Et puis il y a tout le côté aussi affectif, émotion, lien entre la mère et l'enfant, parce que ça devient un couple mère-enfant. Je suis désolée monsieur, mais on a on a ceci. Donc ça va vraiment renforcer ce lien qu'il y a eu même avant la naissance, mais le lien va devenir de plus en plus fort. Ça permet aussi à la maman
d'espacer les naissances, parce que ça va avoir jouer un rôle un peu comme la pilule. Oui. Dans une certaine mesure. Donc c'est vraiment important. Donc ça peut jouer un rôle quand on parle de contraception, c'est ça? Oui, voilà, de contraception, de pilules contraceptives. Naissance désirable. Voilà, tant que l'enfant est allaité régulièrement. Alors ça marche beaucoup plus quand c'est l'allaitement exclusif, parce qu'on va donner que ça et puis un peu moins après. Voilà. Et puis, voilà, donc il y a le lien affectif. Donc c'est vraiment important de poursuivre dans la mesure du possible, si pas de contre-indication médicale pour la maman, de pouvoir continuer cette alimentation jusqu'aux 2 ans de l'enfant et voire au-delà quand c'est possible. Sinon, si les enfants pouvaient nous entendre, on allait leur dire, écoute, maximisez, profitez, maximisez le temps d'allaitement. Merci beaucoup, docteur Doré. Je rappelle que vous êtes chef de la section nutrition au Programme alimentaire mondial. Merci. Merci également à Cyril. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. On se retrouve très prochainement. De quelle manière la femme doit-elle se nourrir afin de se reconstituer pour mieux allaiter son enfant? On en parle dans ce nouveau numéro de votre magazine de santé avec une experte avec nous, nutritionniste Evelyne Ngweni. Bienvenue. Merci. Nutritionniste au PAM, Programme alimentaire mondial RDC. À vos côtés, Cyril Milandou. Bonjour et bienvenue également. Alors on parle justement de comment reprendre ses forces après avoir accouché pour mieux allaiter l'enfant. Après l'accouchement, que peut faire la femme pour reconstruire ses forces? Quelle belle question. Et je sais que beaucoup de mamans se posent ces questions, ou même beaucoup de pères, comme toute la famille doit aider la femme, que ce soit pendant la grossesse ou pendant qu'elle a accouché, pour reconstruire ses forces. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais peut-être on va synthétiser dans peut-être 5 points clés. Première chose, on voit l'alimentation. Mais l'alimentation seule ne suffit pas. On voit les questions de repos. On voit des questions de médicales aussi. Parce qu'elle doit continuer son corps pendant les grossesses et tout le phénomène. Vous savez, Dieu, quand il y a la grossesse, quand la reproduction, c'est ce que Dieu met beaucoup de focus. Donc quand elle est enceinte ou elle est là, toutes ses fonctions sont focalisées sur le bébé. Ça veut dire que toutes les autres fonctions de son corps ont déjà un déficit. C'est pour cela, après l'accouchement, il faut reconstruire toutes ces fonctions-là. Premièrement, comme j'ai dit, l'alimentation, c'est continuer à manger de façon équilibrée et diversifiée. Mais sans oublier que quand une femme, toi et moi qui ne sommes pas enceintes ni allaitantes, nos besoins sont différents de la femme enceinte et les besoins de la femme enceinte sont aussi différents de celles allaitantes. Et vous serez peut-être surprise de savoir que c'est celles de la femme enceinte qui sont les plus importantes que toutes les autres catégories de femmes. Donc quand elle allaite, ses besoins ont augmenté, même dépassé quand elle était enceinte. C'est pour cela qu'elle doit manger au moins 2 repas de plus par rapport à son statut normal quand elle n'était pas enceinte. Mais aussi tout cela en respectant ses principes d'équilibrer, c'est-à-dire dans son assiette, elle doit avoir l'aliment de tous les groupes. C'est-à-dire, elle doit avoir l'aliment des féculents comme des foufous, des riz. Elle doit avoir aliments de protéiniques comme les viandes, les chenilles et tout consort. Elle doit avoir les légumes, elle doit avoir les fruits. À part l'alimentation, il faut qu'elle se repose bien. Parce qu'elle est en train d'allaiter. Et la production de lait, c'est quelque chose qui demande beaucoup de nutriments, mais aussi beaucoup d'énergie. Le corps doit recevoir ce qu'il donne. Le corps est en train de donner beaucoup, alors elle doit se reposer bien pour que le corps arrive à regagner l'énergie pour reconstruire tout ce qu'elle a perdu pendant cette période. Mais aussi, elle est en train de donner dans l'allaitement. Mais aussi, il faut que si elle doit bouger ou faire des sports, par exemple, elle doit attendre, suivre les conseils de son médecin ou de corps médical, à quel moment faire quel type de sport. Les femmes se dérangent beaucoup. Je viens d'accoucher, la ventre, il faut que ça tombe. Donc elles se précipitent pour aller faire des choses que ça peut
plutôt à amener un danger au corps. Donc, elle doit bien suivre les conseils et bien même allaiter son enfant. Parce que même l'allaitement là va aider à reconstruire même la forme. Parce que les femmes s'occupent trop de leur forme. Et je vais vous dire que mieux tu allaites ton enfant, mieux le ventre part. Oui. L'allaitement, ça c'est important, hein? Oui, Faut répéter ça vraiment. Actif, optimal, fait partie le ventre. C'est pas les abdominaux et tout qu'on sort qui, oui, l'allaitement ça fait parce que ça produit l'allaitement quoi, ça produit l'hormone qu'on appelle oxytocine qui aide dans la contraction utérine. Et quand l'utérine se contracte mieux, le ventre aussi, parce que le ventre après l'accouchement, c'est à cause de l'utérus qui est gonflé. Mais mieux tu allaites, mieux l'oxytocine est produit, mieux elle contracte et revient à son état normal. Moi, j'en ai 5, non, c'est parti. Je n'ai pas fait les abdominaux, vous comprenez. Donc, autre chose, c'est vraiment demander le soutien. Il faut le soutien de la famille. Il faut éviter les travaux intenses. Il faut que les tâches domestiques soient vraiment redistribuées de la façon que ça donne le temps à la femme de se reposer et s'occuper de cet allaitement. Il faut vraiment faire tout pour lui éviter toutes autres tâches et vraiment qu'elle se repose et pour focaliser sur et surtout suivre ses conseils médicaux. Toutes les visites postnatales, il faut qu'elle respecte. Aller, si c'est prendre surtout les fers acide folique qu'on continue à les donner après poste parce que là, elle a besoin de fer, elle a besoin de sang, elle a perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement et tout, et il faut que ça reconstruise. Donc, toutes ces choses qui vont lui amener du sang, que ce soit les comprimés qu'on donne à l'hôpital ou dans son alimentation, par exemple les abats, non? Les choses qui viennent du ventre, les foies, tout ça pour lui reconstruire le sang, ce serait très, 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 très important. Ça lui fera regagner sa force et même le corps, la forme qu'elle recherche. Il paraît que le lait, pas le lait maternel, le thé. Le thé est entre griffes, selon une certaine opinion, l'aliment de base, on va dire. Donc, une fois que la femme accouche, il faut le thé matin, midi, soir. Vous pouvez tout manger, mais n'oubliez pas le thé, même le soir, même avant de dormir. Le thé, je vais dire peut-être la conception de ce qui veut dire thé. Mais si c'est thé dans le sens strict thé, je dirais non. Mais thé dans le sens de boisson chaude, ça c'est différent. Okay. Elle a besoin de boissons chaudes, mais je déconseillerais le thé. Premièrement parce que le thé a des choses qui empêchent l'absorption du fer, de vitamine C, qu'elle a besoin plus même à cette période. Mais dans le thé, il y a ces choses qui empêchent que ces autres nutriments soient bien assimilés. Mais les boissons chaudes, les soupes chaudes, soupe de légumes chaudes, tout ça, elle peut prendre, mais pas du thé. Merci beaucoup Evelyne Ngweni, nutritionniste au PAM, Programme Alimentaire Mondial RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci également à vous Cyril. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans les tout prochains jours avec le même plaisir. Portez-vous bien.